Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle traduction en français de Candace Owens. Voici aujourd'hui l'épisode du 28 octobre 2025. Bon visionnage. Très bien les gars. Alors, voici ce qui se passe aujourd'hui. Turning Point USA a publié une déclaration, en fait plusieurs déclarations. D'une part, ils disent que la raison pour laquelle Mikey McCoy est parti aussi rapidement après que Charlie ait été blessé, c'est parce que Charlie lui-même a dit à Mikey de le faire. D'une manière ou d'une autre, Charlie a implanté dans l'esprit de Mikey McCoy exactement ce qu'il devait faire dans cette situation. Vous y croyez, vous? Y a-t-il des gens qui y croient? J'aimerais le savoir, parce que si c'est le cas, j'aimerais vous informer de quelque chose. Je ne voulais pas le dire comme ça, mais en fait, je suis une princesse nigériane. Je suis actuellement bloquée sur une île. Je vais avoir besoin que vous m'envoyiez les détails de votre carte de crédit tout de suite pour que je puisse rentrer chez moi. Et si vous le faites, je vous transférerai $1 million dès que je serai de retour dans mon royaume. Frank Turek est également ajouté à la liste. Il me dit, ainsi qu'à d'autres théoriciens du complot, de nous taire à moins d'avoir des faits. D'accord, Frank, défi relevé. Apprenons encore quelques faits aujourd'hui. Enfin, au cas où vous l'auriez manqué, pendant mon absence, ils ont infiltré notre club de lecture. Notre club de lecture est devenu viral. Mon seul endroit sûr. Je n'avais qu'un seul espace sécurisé et c'était mon club de lecture. Et maintenant, les sionistes sont là. Et ils disent, vous l'avez deviné, que je deviens folle. Bienvenue à nouveau sur Candace. Aujourd'hui, c'est en fait un épisode vraiment important. Je veux que vous fassiez attention, très attention à ce que je vais partager avec vous. Beaucoup de choses relèvent de l'instinct. C'est ce qu'on fait ici. Et je pense que cela va changer votre façon de voir le monde. Je vais commencer par approfondir ce que nous avons discuté hier. Je vous avais honnêtement dit qu'il se passait quelque chose en avril 2018. En réalité, beaucoup de choses se passaient en avril 2018. Mais bien sûr, avec le recul, tout paraît plus clair. Et je vais partager certaines choses avec vous. Je ne sais pas ce que tout cela signifie, mais je sais que cela veut dire quelque chose. Lorsque j'ai fait ma première vidéo hommage à Charlie, certaines personnes ont eu des réserves sur le plan théologique. Quand j'ai dit cela, le jour où Kanye West a tweeté « J'aime la façon dont Candace Owens pense », Charlie et moi avons paniqué parce que nous étions convaincus que nous avions, d'une certaine manière, manifesté cela. Je suis au courant. J'ai reçu des tonnes d'emails. Cela va à l'encontre de la doctrine chrétienne. C'était en 2018. Je n'étais pas catholique et je pense qu'il est important d'en parler et d'expliquer pourquoi nous pensions avoir manifesté cela, car c'est extrêmement pertinent par rapport à ce qui s'est passé par la suite. Je dois vous expliquer ce moment. Comme je vous l'ai montré hier, Charlie faisait beaucoup de rêves très vivants, des rêves qu'il disait avoir fait tout au long de sa vie, dans lesquels il allait mourir de façon tragique et rapide. Mais surtout en avril, il faisait des rêves très vivants, où il pressentait qu'un événement important allait se produire. Cela se passe dans les semaines précédant le tweet. D'accord. Arrêt complet. Charlie le savait et je sentais que nous étions à l'aube de quelque chose d'important. D'accord. Si vous vous souvenez, nous étions jeunes. Je suis bien plus âgé que Charlie. À l'époque, j'étais Charlie. J'avais 24 ans, peut-être même 23 ans. Et nous faisions les émissions de Fox News, tous les programmes de Fox News. Mais moi, j'étais vraiment concentrée sur BLM, Black Lives Matter. Je sentais qu'il mentait aux Afro-Américains et que cela allait nous nuire. Aucun de nous deux n'était très connu à cette époque. Nous venions tout juste de nous retrouver en novembre précédent. Et c'est un fait, nous écoutions de la musique de Kanye West tous les jours. Je veux dire littéralement tous les jours, surtout la chanson Power. D'accord. Je disais explicitement à Charlie, il faut qu'on atteigne Kanye West. Je peux le dire à travers sa musique. C'est ce que je dis à Charlie. Je connais ses paroles par cœur. Cette personne ne veut pas faire partie du système. Si on peut atteindre Kanye, je pense qu'il rejoindra mon mouvement Blexit. Je dois réveiller les Afro-Américains face à cette arnaque où ils utilisent notre race pour contrôler nos émotions, ce qui, aujourd'hui, me paraît tellement insignifiant car je vois à quel point le problème est bien plus vaste. Mais je savais simplement que Kanye West ne faisait pas partie de la simulation, pour ainsi dire. Et que la chanson Power, comme l'a dit Kanye, est un cri de guerre pour se surpasser soi-même à cause des paroles. Et j'ai ce vieux texto que je vais te montrer de la part de Charlie. C'était le 13 avril 2018. Voilà ce que je lui ai dit, juste pour que tu puisses ressentir un peu l'ambiance de ce qui se passait. J'ai dit, yo, Kanye West, il écrit un livre de philosophie qui s'appelle Break the Simulation. On a besoin de lui, Charlie. Il est Blexit à fond.
Et Charlie a répondu, j'adore Kanye. C'est mon frère d'âme. Je trouverai un moyen de le contacter. Je te promets, il le faut absolument. C'est fou de regarder ça et de réaliser qu'il est sur le point de nous tweeter, de me tweeter. Et il y avait donc cette montée incroyable et on ressentait cette énergie palpable. Un changement presque dont on ne cessait de parler dans tous les messages, c'était comme « il se passe quelque chose en avril, il se passe quelque chose ». Et puis le 16 avril, Mike Cernovich, tu le connais peut-être, il publie cette série de tweets sans avoir parlé ni à moi ni à Charlie de ce que nous ressentions, disant qu'il discutait avec beaucoup de ses amis qui sentaient qu'il y avait une sorte de changement d'énergie, un changement d'énergie en cours. Alors tu imagines, on se dit, quoi, il se passe vraiment quelque chose ici. Comment Mike Cernovich pourrait-il tweeter cette série de tweets complètement au hasard? Ça m'a choqué. Alors j'ai envoyé ces tweets à Charlie. Je vais te montrer ça maintenant. Ce sont des tweets de Mike Cernovich. Il a depuis supprimé ses tweets, mais tu peux lui demander. Il a écrit « Un changement d'énergie ». C'est Mike Cernovich. Un changement d'énergie qui stupéfie la conscience élevée. Les gens, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Cela signifie simplement que c'est cosmique. Un paradigme est en train de changer. Il se passe quelque chose et le fait que les gens se mettent en colère contre moi montre ce changement. Pourquoi s'en soucier? L'énergie se manifeste de différentes manières. Il poursuit en disant « Plusieurs personnes à haute conscience à qui j'ai parlé m'ont indépendamment dit qu'elles ressentaient un changement d'énergie. Il se passe quelque chose. C'est arrivé il y a 2 ou 3 semaines. Je ne parle pas de politique ou d'élection. C'est bien plus vaste. Changement d'énergie. J'ai vu ça et évidemment, j'en ai fait une capture d'écran. J'ai aussi envoyé les tweets, pas la capture d'écran. J'ai juste envoyé les tweets à Charlie et j'ai dit « Charlie, c'est quoi ce bordel? » J'avais vraiment un sale langage en 2018 en relisant ces tweets. Je me suis rendu compte que je ne jure presque plus, voire plus du tout maintenant. Et puis Charlie a dit « Ouais, nous l'avons ressenti aussi. Rappelle-toi, je t'ai dit que les rêves étaient devenus plus sombres. » Encore une fois, je dresse ici un tableau de ce qui se passait. On va aller plus en profondeur sur ce qui s'est passé. La veille au soir, avant Kanye West nous a tweeté. Encore une fois, nous sommes toujours en avril. C'est le 20 avril, la veille au soir, avant que Kanye West ne me tweete. Charlie m'envoie un message et il me dit « Je suis en train de courir et j'écoute Kanye West à fond. Et on est au bord de quelque chose de grand. C'est comme si c'était notre moment. Je vais te montrer ce tweet. La veille au soir, j'écoute Kanye et je cours dans mes rues. Es-tu prêt pour la guerre qui arrive? On va se battre! On va gagner! Ils vont perdre. J'ai dit, c'est tellement excitant. C'est notre moment. Il a dit oui. Et puis, le lendemain matin, comme vous pouvez le voir, je me suis réveillée avec la nouvelle des tweets. Et j'ai dit, s'il te plaît, décroche parce que je tremblais. Et puis Charlie a répondu, je suis en train de complètement flipper. Quand je vous ai dit, il fallait être là. On était certain qu'on avait manifesté ça. C'était un peu flippant, c'est le mot juste. On était en train de paniquer en se demandant comment est-ce possible? Comment savions-nous ce qui se passe en ce moment dans le monde? Et ouais, Kanye a envoyé ce tweet désormais célèbre. J'adore la façon dont Candace Owens pense. Je veux que tu saches ça. Tout a changé pour Charlie et moi en un clin d'œil à ce moment-là. Et rétrospectivement, rien ne serait plus jamais comme avant. C'était en effet un changement de paradigme. Je vous ai dit hier que je me souviens que nous avons tous les deux regardé Scott Adams. Je ne savais pas qui il était à ce moment-là. Encore une fois, j'étais très novice et je ne suis pas quelqu'un de particulièrement politique. Donc, je ne savais pas qui était Scott Adams, mais je me souviens très bien de l'avoir vu dessiner sur un tableau et expliquer à ses nombreux abonnés que quelque chose de bien plus grand venait de se produire et que les gens devaient prêter attention à ce tweet pour des raisons quasi cosmiques. Écoutons ce que Scott Adams a déclaré ce jour-là. A-t-il tweeté? Il a tweeté. J'aime la façon de penser de Candace Owens. 7 mots. Et en 7 mots, il a déchiré la réalité. Parce que Kanye est censé être ici et Candace est censé être là-bas. Et ils ne sont jamais censés dire que l'autre a dit quelque chose, n'est-ce pas? Bon, ça ne devrait pas arriver. Mais Kanye l'a fait quand même. Kanye sait que l'histoire ne se répète pas. Il n'est pas prisonnier de son esprit. Il sait que le problème n'est pas la solution. Quoi que vous puissiez dire des opinions politiques de Kanye, et je ne sais même pas quelles seraient ses opinions politiques préférées.
Je ne sais même pas pour quel parti il se présenterait, s'il se présentait à la présidence à ce stade. Quoi que vous vouliez dire d'autre à son sujet, et je ne connais pas assez ses véritables compétences en gestion ou ses capacités politiques. Mais il a fait quelque chose que l'on voit rarement. Il a littéralement modifié la réalité. Il a juste fait en sorte que toute la twittosphère conservatrice réagisse comme ça. C'est comme si votre tête se disait « Qu'est-ce que je viens de voir ?» Ai-je vraiment vu ça? Maintenant, oubliez laquelle de ces opinions vous préférez. Ce n'est même pas ça l'histoire. Oubliez de savoir si vous pensez que Candace a tout juste ou tout faux. Ce n'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que ces deux personnes qui ne devraient même pas être dans la même conversation en 7 mots, Kanye vient de changer ça. Et il vient de libérer beaucoup de gens d'une prison mentale. Kanye, en seulement 7 mots, a ouvert une véritable prison mentale et vous emmène vers l'âge d'or. Quand je repense à ça, je trouve ce passage vraiment fascinant. Et voici ce que je vous dirais. Cela s'est produit par la suite, très rapidement, parce que c'était vraiment quelque chose. Je crois, et je le dis rétrospectivement, qu'à partir de ce moment-là, Charlie et moi avons eu des gardiens assignés. D'accord, c'est une expression que Kanye utilisait en disant « j'ai un gardien ». Je pensais qu'il disait ça juste comme ça. Je pensais qu'il parlait simplement d'Hollywood. Je crois maintenant très sincèrement que j'ai eu des gardiens depuis 2018 et que des choses ont été faites intentionnellement pour séparer Charlie et moi. Maintenant, je vais vous raconter comment je m'en souviens, sans ordre particulier, d'accord? J'ai répondu à Kanye sur Twitter et j'ai dit, s'il te plaît, accepte de nous rencontrer. Et avant même d'avoir une réponse directe de l'équipe de Kanye, j'ai eu des nouvelles de David Horowitz du Freedom Center. C'est lui qui m'a invité pour la première fois, quand je devenais virale sur YouTube, à intervenir à sa conférence. Vous devez aussi savoir qu'il est le père d'Andreessen Horowitz, celui dont bébé Netanyahou est, ou plutôt, il insiste pour dire qu'il est un beau-père. Il veut qu'Andreessen Horowitz fasse partie de ce groupe qui rachète TikTok. Parce que, et c'est pertinent, il pense que c'est important pour la guerre psychologique à l'avenir. C'est pertinent. Il a été très gentil dans son message à mon égard. Il a dit « Oh, mon fils connaît Kanye et j'aimerais faciliter cette rencontre. » Soudainement, ils impliquent Eric Weinstein et ils me contactent, faisant semblant de vouloir être un ami pour moi. C'est une mauvaise personne. Je peux vous le dire tout de suite. Et je l'ai compris très rapidement. Mais à l'époque, Charlie et moi, premièrement, nous étions pro-Israël. C'est, je pense, plutôt pertinent. Et nous étions tellement impressionnés par le tweet que nous pensions que toutes ces personnes, c'était juste notre moment, comme s'ils voulaient vraiment nous aider. Un autre acteur dans cette histoire était Rick Rubin. Le grand nom de l'industrie musicale, Rick Rubin, s'est aussi mêlé à l'affaire et voulait faciliter certaines rencontres. J'ai encore une fois pris cela comme un signe d'aide. Du côté de Turning Point USA, Tyler Boyer, sur qui je pourrais faire tout un épisode, en fait, il est tellement important que je ne peux pas le résumer à un seul épisode. C'était la seule personne qui était avec Charlie auparavant. C'est lui qui l'a présenté à toutes les personnes que Charlie connaît. Il commence à embaucher plein de gens, disant à Charlie qu'il faut recruter des collecteurs de fonds plus importants et plus professionnels, des gens des relations publiques comme Andrew Colvett et bien d'autres. Et on a l'impression qu'à chaque instant, il y avait des forces qui essayaient de nous dire que cela ne devait pas arriver. Les conseillers de Kanye lui disent « Kanye a toute une équipe de personnes qui lui disent qu'il n'a pas le droit de s'impliquer en politique. » Et il devient de plus en plus en colère à cause de ça. C'était à l'époque de Kim Kardashian et Kanye. Elle ne voulait rien avoir à faire avec ça. D'accord. Je suis allée chez eux et... Des amis du milieu politique disent à Charlie et à moi de ne pas nous impliquer avec Kanye parce qu'il est fou. Vous êtes sur une trajectoire. Ne parlez pas à Kanye. Ça va vous retomber dessus. Et moi, je me dis, non, c'est ce dont nous avons rêvé. Nous voulons qu'il fasse partie de Blexit. C'est exactement ce que nous voulions. Au même moment, j'ai ressenti, et vous avez entendu cette histoire de nombreuses fois, Charlie l'a raconté, je l'ai raconté moi aussi. Sorti de nulle part, j'ai ressenti un appel spirituel qui me disait qu'il fallait que j'aille au Royaume-Uni. Charlie et moi n'avions absolument aucune raison d'aller au Royaume-Uni. Il n'y avait aucune raison pour que nous allions au Royaume-Uni. Il ne se passait rien au Royaume-Uni. J'ai les messages. Je dis à Charlie d'aller au Royaume-Uni. C'est juste, je sens.
il faut qu'on aille au Royaume-Uni. Il faut qu'on aille au Royaume-Uni. Il faut qu'on aille au Royaume-Uni. Genre, il faut qu'on aille à Londres. Et on l'a fait plus tard. Mais d'abord, il fallait gérer cette sorte de cocotte minute qui ne cessait de monter entre Kanye, moi, Charlie. C'était en octobre, après que Kanye m'a aidé à commencer à concevoir le logo de Blexit. La cocotte minute de Kanye est devenue trop chaude. Et en gros, on lui a dit qu'il allait tout perdre, son mariage, ceci, cela, s'il ne s'abstenait pas de faire de la politique après être allé de façon notoire à la Maison-Blanche avec la casquette MAGA. Et il devait prendre ses distances avec nous. Et bien sûr, avec Blexit. Et il a craqué. Je veux dire, vous vous souvenez de ce titre? Je vous ramène en 2018. Kanye West prend ses distances avec Blexit et Trump. Il dit « On m'a utilisé pour diffuser des messages ». Kanye n'a jamais écrit ce communiqué. C'est l'un de ses assistants qui l'a fait, mais il a dit « Mes yeux sont désormais grands ouverts. Et je me rends compte maintenant qu'on m'a utilisé pour diffuser des messages auxquels je ne crois pas. » Je prends mes distances avec la politique et je me concentre entièrement sur la créativité. Bon, ce n'était pas la version la plus honnête. L'interprétation des choses. Et j'y repense. Et je suis tellement reconnaissante d'avoir appelé Mike Cernovich et de lui avoir demandé « Pourquoi Kanye fait-il ça? Pourquoi dit-il ça? » J'ai des photos de lui debout au-dessus du gars en train de le diriger sur ce qu'il trouvait cool avec le logo. Genre, est-ce que je devrais les publier? Et Cernovich m'a donné un très bon conseil et m'a dit « Ne le fais pas, tu n'as aucune idée de ce qu'il traverse. » Et je suis reconnaissante à Cernovich pour ça parce que maintenant, je sais ce que Kanye traversait et à quoi ressemble cette pression. Et quand ils s'en prennent à ta famille et à tout ce que tu as, c'est comme tout ce que tu as à faire, c'est désavouer ceci ou cela et tout redeviendra normal. Donc oui, Kanye, je comprends totalement. Ça me paraît tout à fait logique que tu aies dû dire ça. Bref, je pense que j'ai été sauvée. Avec le recul, je pense que j'ai été sauvée par ce sondage étrange qui m'a obligée à aller au Royaume-Uni. Je réalise maintenant que c'était une anomalie inattendue. Mon mari, comment je l'ai rencontré? Un voyage imprévu sur l'agenda de personne. Personne ne l'organisait. J'ai dit à Charlie, trouve-moi un rendez-vous avec quelqu'un, fais que quelque chose arrive. Il faut que je sois au Royaume-Uni. Je me dis juste que, genre, quelque chose de bien arrivera si on va au Royaume-Uni. Et c'est assez beau que la personne que Charlie a contactée en lui demandant, peux-tu organiser n'importe quoi, un endroit pour que Candace Knight puisse prendre la parole? C'était John et Irina Mappen, les généreux donateurs qui ont écrit cette magnifique lettre qui a touché le monde, de vrais amis de Charlie, qui se sont levés et ont dit que ce que fait Turning Point USA est mal. Donc oui, nous avons organisé un événement. Et évidemment, c'est là que j'ai posé les yeux pour la première fois sur mon mari. Et je vous ai dit la vérité, je l'ai regardé. Et tout le monde me demande, pourquoi t'es-tu fiancée après 18 jours? Je n'ai jamais, c'est inexplicable. Je l'ai regardé et j'ai eu l'impression de le connaître déjà. Et c'était exactement comme ressentir un soupir de soulagement. Comme si c'était un vrai soupir de soulagement. Je me suis dit, c'est lui, il faut que j'aille avec lui. 2 mois plus tard. Et avec cet événement à Londres, bien derrière nous, donc c'était en décembre que j'ai rencontré mon mari, que j'ai convaincu Charlie, pris sa carte de crédit et réservé les vols. John et Irina ont rendu l'événement possible. 2 mois plus tard, en février, quelque chose de vraiment étrange s'est produit. Quelqu'un, et je pense que c'était quelqu'un de chez BuzzFeed, a découpé un extrait vidéo de la session de questions-réponses de cet événement au Royaume-Uni. Encore une fois, c'était plus de 2 mois après. Et ils ont supprimé la question qui m'avait été posée. Vous vous souviendrez du scandale? Ce que je vais vous raconter à ce sujet est fou. Encore une fois, j'étais naïve, donc je ne comprenais pas pourquoi. Soudainement, il partageait un extrait vidéo et disait que je justifiais Hitler, Adolf Hitler tuant des Juifs. Une personne m'a demandé, Candace, vous vous décrivez comme une nationaliste. C'est parfois un terme péjoratif parce que les gens n'aiment pas le mot nationalisme. Et j'ai répondu en disant, eh bien, c'est parce qu'il l'attribue à tort à Adolf Hitler et qu'il n'était pas un nationaliste. Je n'ai même pas du tout mentionné les Juifs. Je vais en fait vous montrer ce que j'ai dit. Et je me tenais à côté de Charlie quand je l'ai dit, ce qui est pertinent. Écoutez bien. Je suis d'accord. En fait, je n'ai absolument aucun problème avec le mot nationalisme. Je pense que la définition est pervertie par des élitistes qui veulent en réalité le globalisme. Le globalisme, c'est ce que je ne veux pas. Donc, quand on y pense, chaque fois qu'on parle de nationalisme, la première chose à laquelle les gens pensent, du moins en Amérique, c'est Hitler. Il était un national-socialiste. Mais si Hitler avait seulement voulu rendre l'Allemagne grande et que les choses fonctionnent bien, d'accord? Le problème, c'est qu'il avait des ambitions au-delà de l'Allemagne. Il voulait mondialiser,
Ils voulaient que tout le monde soit allemand, que tout le monde parle allemand, que tout le monde ait une apparence différente. Pour moi, ce n'est pas ça le nationalisme. Donc, en réfléchissant à la façon dont cela pourrait mal tourner à l'avenir, je n'ai pas vraiment de problème avec le nationalisme. Vraiment pas. Je pense que c'est acceptable. Il est important de préserver l'identité de son pays et de veiller à ce qui se passe ici, ce que je trouve extrêmement préoccupant. En ce qui concerne simplement la baisse du taux de natalité que nous observons au Royaume-Uni, c'est justement ce que l'on veut éviter. Donc, je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun problème avec le nationalisme. C'est le globalisme que j'essaie d'éviter. Maintenant, je sais que ces campagnes en ligne sont inorganiques et que ce qui s'est réellement passé, c'est que c'était un coup monté. C'était un coup monté. Ils ont retiré l'extrait vidéo et ensuite, plein de gens ont publié des articles disant que je soutenais Adolf Hitler et que j'avais dit « Si Hitler avait juste voulu rendre sa grandeur à l'Allemagne, alors d'accord, pas de problème. Ça va, pas de problème. Encore une fois, aucun contexte. » Et c'était comme une attaque sévère de la cancel culture, disant que je soutenais le meurtre des Juifs pendant l'Holocauste. C'était insensé. Encore une fois, Charlie et moi étions très nouveaux et c'était vraiment effrayant. Nous étions en train d'atteindre un sommet et on se demandait pourquoi les gens veulent-ils nous détruire? Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Et en même temps, le centre Simon Wiesenthal, et ça c'est encore un autre aspect intéressant de cette histoire, a publié un communiqué contre mes propos. Le centre Simon Wiesenthal, c'est un peu les spécialistes officiels de l'Holocauste et cette fille soutient évidemment Hitler. C'était lourd. C'était vraiment très lourd. Et j'en ris avec le recul parce que je croyais que tout cela était réel. Je ne réalisais pas que c'était une sorte de matrice de personnes qui voulaient séparer Charlie et moi. C'est ce qu'il voulait faire. Il voulait lui mettre la pression. Pour que les donateurs lui mettent la pression et disent « Hey, elle soutient Hitler ». Ça donne vraiment une mauvaise image. Et puis il me retrouvait brisé, effrayé, bouleversé en train de dire « Je ne comprends pas comment Joshua peut penser que je soutiendrais Hitler ». Et c'est ce que je disais. Et il s'est passé quelque chose d'incroyable. Malgré tout ça, la main qui s'est tendue vers moi pour m'offrir un travail, c'était PragerU. PragerU m'a proposé un emploi. C'était au début de 2019 et c'était du genre « Écoute, on sait que tu ne crois pas à ces choses-là. » Et à l'époque, je pensais qu'ils étaient simplement amicaux. Je ne sais plus quoi penser. Marissa Strait, la PDG, n'a jamais hésité à dire aux gens qu'elle fait, tu sais, partie de la Tzahal. Elle a travaillé dans le renseignement au sein de la Tzahal en Israël. Et j'ai accepté le poste chez eux et Charlie et moi continuions à grimper ensemble, mais nous travaillions aussi séparément en même temps. Nous continuions à faire les campus et les tournées universitaires, mais j'étais officiellement employée par PragerU. Et l'une des premières choses qui s'est produite, du moins c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'était un peu « on peut te sauver, mais voici ce que tu dois faire ». Marissa m'a emmenée au centre Simon Wiesenthal. Et encore une fois, j'étais tellement reconnaissant. Je me disais, à qui dois-je présenter mes excuses pour qu'ils sachent que je ne déteste pas les Juifs? Voilà ce qui s'est passé. Je vous le dis, c'est ce qui s'est passé en 2019. Et il y avait une sorte de personnage qui ressemblait à un grand rabbin et lui et elle parlaient en hébreu. Je n'ai pas compris un mot de ce qui a été dit devant moi. Puis nous sommes partis et tout allait bien. Ma réputation a été temporairement rétablie. Pendant toute cette période par la suite, je faisais mon émission. Je crois que mon premier épisode avec PragerU était en mars. Charlie continuait de grimper. Turning Point USA, comme vous le savez, est devenu un mastodonte. Je me souviens. Je parlais à leur conférence et je disais qu'il fonctionnait désormais comme une opération militaire. C'était d'une efficacité redoutable, toujours à l'heure. C'était tactique. Et je ne réalisais pas à ce moment-là à quel point cette réflexion allait s'avérer prémonitoire. Parce que, comme vous le savez, en prenant de l'âge, je me suis de plus en plus intéressée à la généalogie. Parce qu'on commence vraiment à reconnaître certains schémas quand on regarde qui sont les pères des gens qui étaient leurs grands-pères, qui étaient dans leurs arrière-grands-pères. Et la seule chose qui m'a vraiment surpris à propos de Charlie et de Turning Point USA, c'est le nombre de personnages issus du milieu militaire qui l'entouraient. Même le 10 septembre, il y avait des gens qui étaient à l'hôpital, n'est-ce pas? Jetons simplement un coup d'œil au tableau que nous avons préparé. Et ceci n'en est qu'à une phase précoce, mais c'est intéressant, au minimum, d'accord? Nous avons Frank Turek et Frank Turek, si on veut passer en revue tout ça, nous avons Andrew Colvett, Rob McCoy, Mikey McCoy, Tyler Boyer. Allons-y, commençons par Frank Turek.
Si nous avons cette carte, et Frank Turek, encore une fois, il a été honnête, ancien officier des États-Unis, marine. Il s'est ensuite tourné vers l'apologétique chrétienne. Il a 2 fils qui sont militaires et pilotes d'avion, ainsi que l'épouse d'un de ses fils qui est également militaire. Encore une fois, il n'a jamais menti à ce sujet. Andrew Colvett, au fait, si vous ne le savez pas, je ne le savais pas non plus. Je ne pense pas que Charlie le savait, certainement pas quand Tyler l'a amené ou quand il a été embauché. Son frère, le capitaine Kurt Colvett, est dans l'armée. Son cousin, le capitaine Robert Colvett, occupe un poste élevé dans l'armée. Donc c'est intéressant. Très intéressant pour moi, en tout cas, parce que je me dis simplement « Oh, c'est le genre de choses dont je n'étais pas au courant ». Je pensais qu'il était juste un gars des relations publiques, quelqu'un qui travaillait dans la communication et qui a été repéré, puis les choses ont avancé. De toute évidence, Rob McCoy, un autre pasteur, mais un pasteur avec une solide expérience militaire. Le pasteur Rob McCoy, fils de Roy Edgar McCoy, capitaine de la marine, était également, et c'est assez surprenant, chef d'état-major adjoint chargé de la guerre psychologique dans la marine. Guerre psychologique, voilà le but du jeu. Et ça, la trajectoire m'intéresse de plus en plus. Je pense que nous avons cet extrait d'un journaliste d'investigation nommé George Webb qui parle un peu plus de Rob. Et évidemment, il s'agit de la famille de Mikey McCoy. Écoutez bien. McCoy a effectivement un passé militaire assez particulier. Il a en effet cette étrange manière, semble-t-il, d'impliquer son fils et de guider ce nouveau renouveau apostolique. C'est une personne d'art. Il est en quelque sorte le bras droit de Charlie. Charlie était en réunion avec la NAR. NAR regroupait les donateurs de la droite chrétienne ayant versé 25 millions de dollars et plus. Et Ziklag était le nom de l'organisation. Tout cela est donc correct. C'est une information correcte. Et ce qui s'est passé dans ma vie après ça, c'est que je suis passée de Prager-U et t'as un pasteur, tu sais, issu de l'armée, 2 pasteurs de l'armée là-bas. Je te le dis, Marissa, c'est du pur militaire. Ensuite, je suis évidemment allée au Daily Wire et le président à l'époque du Daily Wire était aussi un officier du renseignement naval qui a décidé de devenir pasteur. C'était John Lewis. Et je me dis, en y repensant, mais quelles sont les chances qu'il y ait autant de personnes issues de l'armée dans les médias? À quel point tout cela est-il organique? Qui est la plus grande personnalité sur YouTube? C'est ça. Je me suis juste intéressée au sujet. J'ai commencé à me poser des questions du genre. Sommes-nous dans une simulation militaire? Monsieur Beast, ses 2 parents occupant de hauts gradés dans l'armée. Croyez-vous vraiment qu'il obtenait des milliards et des milliards de vues simplement parce que les gens voulaient de voir quelqu'un compter jusqu'à 1 million? Ou bien est-ce intéressant, mais il pourrait également être pertinent que sa famille soit militaire, à un poste élevé dans l'armée? Partout où je regardais, à chaque fois je me disais « Tiens, cette personne, vous savez, même Lila Rose m'intéressait, pas vrai? » Catholique, elle parle de tout cela et elle a toujours été très gentille avec moi. Elle parle du mouvement pro-vie. Et elle s'est convertie au catholicisme et a une histoire à raconter à ce sujet. Je l'ai rencontrée grâce à Marissa, en quelque sorte les mêmes personnes finançaient les 2 et c'était plutôt intéressant. Par exemple, quand je voyais Lila s'en prendre au Crazy King, ou essayer de justifier pourquoi on ne devrait pas dire Crazy King tout le temps, et elle était comme la seule catholique à faire ça. Et j'ai alors commencé à m'intéresser beaucoup à elle quand elle m'a envoyé un message à propos d'Andrew Tate. Et elle avait invité quelqu'un. Sur son émission, c'était l'un des avocats des accusatrices d'Andrew Tate. Et je me suis dit, ça n'a rien à voir avec le mouvement pro-vie. Qu'est-ce que tu fais? Je lui ai demandé, elle a répondu, puis cette femme m'a attaqué, moi et Tucker Carlson. J'ai dit, c'est bizarre, un peu aléatoire. Tu es censé être la personne pro-vie. Et tu parles à Andrew Colvett, qui fait partie de la partie à ce procès. Tu parles à son avocate. Pourquoi dans ton émission? Pourquoi est-ce que c'est ton émission qu'elle choisit en premier? Pourquoi elle ne va pas plutôt sur CNN ou Fox News? Et je regarde, et bien sûr, il y a du militaire partout en arrière-plan. Et je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas militaire? Je regarde Barry Weiss et je me penche sur son grand-père. Et il y a une histoire qui est juste incroyable. Une bombe lancée sur sa maison. Et je crois que c'est à Philadelphie ou quelque part par là. Ou peut-être que c'est Pittsburgh. Et c'est lié au casino. Je veux dire, tout devient vraiment fou quand tu réalises que tout le monde est d'une façon ou d'une autre lié à Raytheon, non? Monsieur, Beast, ils sont tous liés à Raytheon d'une manière ou d'une autre. Et je trouve ça intéressant.
Et il y a encore plus, d'ailleurs. J'en suis encore au début de mes recherches ici et il y a beaucoup plus que je vais vous présenter. Mais je pense qu'on peut tous reconnaître qu'on nous a menti à propos du 3006, non? Je sais avec certitude que le coup de Charlie n'a pas été détruit. Il n'a certainement pas été détruit. Et si je mens, poursuivez-moi pour diffamation et vous découvrirez exactement comment je le sais. C'est ce qui rend le tweet d'Andrew Kovetz expliquant la conversation avec le chirurgien particulièrement intéressant. Vous vous souvenez, il dit « Oh », et le chirurgien a dit « Eh bien, ça aurait abattu un orignal » et « Oh, mais le coup de Charlie, c'est l'homme d'acier ». Et les gens ont eu raison de dire que ce n'est pas le rôle du chirurgien. C'est un peu le rôle de la police scientifique de dire ça. Le médecin légiste serait la personne la mieux placée pour le dire. Au fait, qui était le médecin légiste? Qui étaient les médecins? Et y avait-il une chance qu'il soit militaire? Y a-t-il une chance qu'il soit militaire? Je me pose juste la question. Voici ce que j'ai découvert préliminairement. La réponse est oui, d'accord? Le médecin qui a soigné Charlie était le docteur Lee Trotter. Et concernant le docteur Lee Trotter, il a fait son internat sur la base aérienne, n'est-ce pas? Il a effectué un internat au centre médical de l'armée de l'air de Keesler, dans le Mississippi. D'après ce que je vois, je pense qu'il est peut-être dans l'armée de l'air. Je ne peux pas le confirmer entièrement, mais il existe une personne qui correspond à son nom, son âge, sa description, qui vit au même endroit et qui fait effectivement partie de l'armée de l'air. Et il est aussi, c'est un fait, pilote. Donc il serait logique qu'il soit dans l'armée. C'est intéressant. Le médecin légiste, Dr. Jidra Smith-Amara, ce serait la personne appropriée avec qui avoir eu cette conversation. C'est aussi quelqu'un que, dans mon rêve, Charlie m'a dit de creuser. Elle est major dans l'armée. Elle vient aussi d'une grande entreprise. Elle fait partie de la famille Ericsson. La société Ericsson-Boyd, c'est sa famille. Elle dit aux gens qu'elle est une descendante directe de Leif Erikson. Cela nous amène dans des histoires de francs-maçons suédois. D'accord. Et je suis sûre, vraiment, je suis certain à 1000% qu'elle a une Ericsson. Elle est aussi maintenant lesbienne. Et je me demande pourquoi vient-elle d'être nommée major dans l'armée? Pourquoi avait-il besoin de cette femme? Pourquoi des gens faisaient-ils des recherches sur ces médecins et sur ce médecin légiste en particulier? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Il y a encore plus! Il y a beaucoup plus que je n'ai pas abordé, mais je suis en train de vous dresser un tableau. Je pense que le complexe militaro-industriel dont Eisenhower nous avait mis en garde, le complexe militaro-industriel qui a assassiné JFK pour conserver le pouvoir, a créé pour nous une apparence de réalité. Et ce n'est pas le cas. Nous sommes sous un voile. Je pense que ces entreprises, les personnes qui sont placées à leur tête et qu'on nous présente comme des génies, ou alors ils ont tout simplement beaucoup de succès, comme M. Bett. Ce sont des opérations militaires, c'est ce que je vous fais comprendre. Soyez donc conscients de cela. Je pense que ce complexe militaro-industriel a compté de nombreux acteurs. Nous avons des acteurs de niveau militaire, dont certains, je crois, étaient présents lorsque Charlie a été abattu. Comportement étrange, vraiment étrange, de la part des gens. Les premières personnes à être interrogées, il était difficile de trouver un étudiant qui ait parlé à un média grand public ce jour-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y avait trop d'acteurs militaires autour de Charlie et ils n'étaient pas là avant 2018. Ils n'étaient pas là jusqu'à ce que des forces essayent de séparer Charlie et moi. J'avais à cœur de partager cela avec vous parce que je pense que cela vous aidera. Quand vous commencez à regarder les choses et à évaluer les gens et qu'on vous dit que c'est un génie, puis vous apprenez qu'ils ont, je ne sais pas, un contrat avec le département de la Défense, il se pourrait qu'il soit simplement un excellent acteur militaire destiné à diriger une entreprise. Parce que si nous levions tous les yeux et réalisions que l'armée possède tout et qu'elle possède peut-être tout et contrôle tout depuis qu'ils ont abattu JFK, eh bien, ce ne serait pas une bonne chose pour nous de le savoir, n'est-ce pas? Et nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas vraiment, mais d'une certaine façon, je le sais. Enfin, il y a quelque chose d'intéressant dont j'étais un peu hésitant à parler, mais je vais le faire. J'hésitais à en parler parce que je ne voulais pas que ça donne lieu à 1000 théories du complot qui sont tout simplement fausses, mais ça m'intéresse. Et encore une fois, je veux vous mettre en garde, ne partez pas dans tous les sens. En fait, je cherche des informations parce qu'il se pourrait qu'il y ait quelque chose
qui m'échappe. Je ne viens pas du domaine médical, d'accord. Mais le 10 septembre et par la suite, alors que je faisais ces épisodes, nous avons reçu une avalanche de témoignages de personnes nous disant que Charlie n'était pas à l'hôpital Timpanogos, mais à l'hôpital UVU. Et j'étais là, genre, rappelez-vous, il y avait toute cette question de pourquoi sont-ils allés à Timpanogos. Timpanogos était un centre de traumatologie de niveau 3, alors que le plus proche était UVU. Nous n'avons jamais vraiment compris pourquoi l'ambulance n'était pas là alors que la loi l'exigeait. Ils montent dans cette voiture, on ne sait pas vraiment, quand je dis on ne sait pas, c'est-à-dire on ne sait pas. Nous n'avons aucune vidéo, ni aucun indice concernant le trajet ou l'arrivée à Timpanogos. Et j'ai trouvé étrange que des gens disent « J'étais en bas à UVU et Charlie a été amené. » Et je vous le dis, il était définitivement dans cet hôpital. Quelqu'un d'autre m'a dit « Je recevais un traitement. » Je ne sais pas si c'était un traitement contre le cancer en bas ou en haut. Et nous savions qu'il était dans cet hôpital. Et puis quelqu'un est entré et a annoncé que Charlie venait de mourir à l'étage. C'était très étrange. Et je me suis dit, d'accord, c'est juste que les gens se trompent. Ils ont peut-être entendu ça d'une infirmière ou envoyé un texto à une infirmière. Il y a beaucoup de façons dont cela aurait pu arriver. Mais ensuite, nous avons reçu un email de quelqu'un du personnel médical de l'UVU disant « Je suis certain qu'il était ici. » Et j'ai un dossier médical que nous, et le message que nous avons reçu à 14h08 disait que nous n'avions pas le droit de toucher au dossier médical. Et voici l'entrée dans le système de l'UVU pour Charlie Kirk. Il y avait sa vraie date de naissance, son âge et un numéro MRN. Et puis cette personne a partagé le message interne qui a été envoyé leur disant qu'ils n'avaient pas le droit de toucher au dossier. Le voici. Bonjour à tous, il y a eu un événement médiatique qui a eu lieu aujourd'hui. Cela a conduit à un patient en situation de traumatisme. En raison de la nature de la situation, les seules personnes autorisées à accéder au dossier seront Debra et moi-même. Personne d'autre n'est autorisé à survoler ou à ouvrir le dossier. Jacob Vierge. Deb et moi ferons le registre demain. Merci et faites-moi savoir si vous avez des questions. Maintenant, dans ma tête, je me suis dit, peut-être que la raison à cela, c'est que ces deux hôpitaux communiquent entre eux. Vous savez, comme quand vous allez chez CVS et que vous récupérez une ordonnance à un endroit, l'autre endroit sait que cela s'est produit. J'ai vérifié et cela ne semble pas être le cas. Il est possible que ce soit le cas parce que peut-être que le docteur Lee Trotter, dont j'ai entendu dire qu'il travaille dans les deux établissements, chirurgien limité, en faisant des allers-retours, cela a peut-être créé un dossier d'une manière ou d'une autre, mais j'aimerais savoir de façon définitive quelle est la réponse à cela, pourquoi il a aussi un dossier à l'UVU, pourquoi il semblait y avoir autant de confusion. Encore une fois, il n'est pas nécessaire de s'emballer avec des théories du complot. Il pourrait y avoir une explication logique. Je ne l'ai pas encore trouvée. Donc, communauté médicale, n'hésitez pas à nous envoyer un email à moretipes@candiceowens.com. D'accord? Nous allons faire une courte pause avant d'aborder la réponse de Turning Point. USA à propos des actions de Mikey McCoy. D'accord, je veux juste corriger. Merci à vous dans le chat de m'avoir corrigé. Je crois que j'ai dit UVU médical. Je voulais dire Utah Valley Hospital. UVU est évidemment dans mon esprit parce que c'est l'université. C'est à l'Utah Valley Hospital que ce dossier se trouvait. Et cette personne, ainsi que d'autres avec qui j'ai confirmé, ont dit que leurs deux systèmes ne communiquaient pas entre eux. Donc, mais il pourrait y avoir une autre explication logique. Peut-être que quelqu'un a appelé à l'avance et qu'ils ont ensuite décidé, à cause de la circulation, d'aller ailleurs. Mais j'aimerais vraiment éclaircir ce point. D'accord. Passons maintenant à la réponse de TPUSA concernant Mikey McCoy. En réalité, ce n'était pas vraiment une réponse parce que, pour être juste, ils ont fait leur épisode avant que le mien ne sorte. L'émission de Charlie Kirk passe avant la mienne, mais c'était leur réaction à la vidéo de Mikey McCoy devenue virale. Donc ce n'était pas une réponse à moi, mais plutôt une réponse au public. À ceux qui avaient mis cela en avant, qui avaient découvert cela pendant le week-end. Donc comme James Lee, Yann Carroll, Sam Parker. Et voici ce qu'Andrew Colbert avait à dire. Il va nous dire que Mickey avait reçu pour consigne de faire cela en cas d'urgence de ce type. Par, vous l'avez deviné, Charlie Kirk. Écoutez bien. Voici le dernier point sur lequel je veux insister. Parce que Charlie m'avait donné des instructions similaires au fil des années. Il disait, si jamais il m'arrive quelque chose, appelle Erika. Ouais, c'est autre chose. Et il a martelé cette idée dans l'esprit de Mickey pour que, lorsque ce traumatisme est survenu, il ait immédiatement réagi. Et il savait qu'il devait le faire. Et au fait, dernière chose, car cela fait partie des allégations concernant la vidéo, c'est qu'il pense alléguer cela. Il a immédiatement pris le téléphone.
Il ne l'était pas. Il prenait des vidéos pour les réseaux sociaux, qu'il envoyait ensuite à notre groupe de discussion et que nous publions ensuite sur les réseaux sociaux de Charlie, pendant que l'événement avait lieu pour que l'on puisse voir par exemple la foule arriver ou ses interactions. Et nous n'en étions qu'à la deuxième question de l'événement. Donc il continuait à envoyer tout ce qu'il devait dans les différents chats, comme il le faisait à chaque événement. Il s'est retourné et on m'a dit que c'était incroyablement bruyant. Tu le saurais mieux que moi, mais c'est ce qu'on m'a dit. C'était tellement assourdissant et il était complètement sous le choc. Il a mis ses doigts dans ses oreilles, mais il tenait toujours son téléphone dans la main. Il s'éloigne et Il ne marche même pas vraiment. Parce que les gens parlent de ça. La façon dont c'est qu'on avait une zone délimitée avec, tu sais, des grilles, donc tu avais un accès contrôlé. Toutes les personnes, quand cela s'est produit, ont toutes eu l'idée qu'il valait mieux partir avant qu'on se fasse tirer dessus. Et donc, il y a un petit passage étroit où, je pense, les gens, ce n'est même pas vraiment marché. C'est que tout le monde doit ralentir pour passer par ce petit point d'étranglement étroit afin de sortir de la zone. D'accord. Ailleurs, ils disent donc qu'en fait, ils n'étaient pas au téléphone. Ils se bouchaient les oreilles. D'accord? Et puis, une fois qu'il s'est éloigné, au-delà de Charlie, au-delà de la voiture dans laquelle Charlie serait transporté, c'est là qu'il a d'abord appelé Erika, puis son père. C'est ce qu'ils nous disent. Maintenant, concernant le fait qu'ils disent que Mikey prenait des vidéos pour les réseaux sociaux, je peux vous dire que c'est cohérent que Mikey filme derrière. Comme vous savez, quand Charlie sort pour la première fois de l'événement, il lance des casquettes. Ça colle. C'est tout à fait quelque chose qui se fait à Turning Point USA. On suit la personne pour avoir des images des coulisses. Avant que Mikey McCoy ne le fasse, j'aurais demandé à Savannah de le faire. C'était Sarah Schmachtenberger. Et ils font ça. Ils aiment les réactions en coulisses. Mais dans cette vidéo en particulier, il n'est pas debout. Là où on pourrait voir Charlie poser une question. Donc cette partie ne colle pas, d'accord? Mickey n'est pas à côté de Charlie. Il est derrière. Donc, si tu dis quoi, plutôt on est censé le voir, le meilleur endroit où se placer. Si tu veux filmer Charlie en train de poser une question, c'est à un endroit où tu peux voir à la fois Charlie et la personne qui pose la question, et ce n'est tout simplement pas là où il se trouve. Donc cette excuse n'a pas de sens pour moi. Maintenant, peut-être qu'il dit qu'il y était, et Mikey était là quand il lançait des casquettes, et il était là en train d'essayer d'envoyer des vidéos ensuite, une fois que les choses ont commencé. Tout cela est possible. Je ne sais pas. Concernant le fait qu'il ait mis ses mains sur ses oreilles, ça me paraît tout à fait plausible que si tu entends un coup de feu pour la première fois, tu vas naturellement faire ça, non? Ça a plutôt du sens. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'était? Peut-être. Et puis je pense que normalement, tu te baisserais. Et le problème que j'ai, c'est que je ne le vois jamais baisser ce téléphone. Peut-être qu'il le fait, non? Peut-être qu'il le fait. On n'en sait rien avec certitude. Donc il faut être clair. Pour moi, on ne dirait pas qu'il se contente de se couvrir les oreilles, mais peut-être que c'est le cas. Ce que je dirais, c'est qu'il serait peu probable que tu continues à te boucher les oreilles jusqu'à être complètement sorti sans te baisser. Et concernant Charlie, il nous a toujours dit d'appeler Erika si jamais il arrivait quelque chose. Oui, c'est un peu du bon sens. Ce n'est pas exactement du genre « Hey, si je me fais tirer dans la gorge, ne m'aide pas et appelle Erika. » Je pense que, évidemment, c'est ce qu'on appelle la personne à prévenir en cas d'urgence, non? La personne à prévenir. Si jamais il m'arrive quelque chose, appelle George. S'il arrive quelque chose à George, appelle Candace. C'est presque du domaine du bon sens. Donc j'y crois. Je ne crois pas que Charlie ait dit « Si je me fais tirer dessus, ne m'aide pas, pars tranquillement et appelle d'abord Erika. » Enfin, je pense, oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme je l'ai dit, on n'a rien sur quoi s'appuyer. Je trouve curieux que ce soit Andrew qui nous dise cela et pas Mickey McCoy. Il est très facile de dissiper toute insinuation sur Internet. Il n'est pas nécessaire de se lancer dans des attaques ad hominem. La première chose que j'aurais faite, tout comme je l'ai fait quand on m'a accusé de collusion dans l'affaire Blake Lively, quand j'ai été impliqué dans ce procès, et ils pensaient que je travaillais avec l'équipe de Blake Lively, avec l'équipe de Justine Baldoni, est-ce que je mens littéralement? Je me suis moi-même assigné à comparaître. J'ai gardé mon téléphone en main. J'ai tapé Blake Lively et je vous ai montré les 2 seules fois où j'avais envoyé un message à son sujet dans mon téléphone pour démontrer qu'il n'y avait aucune collusion et que personne ne m'avait forcé à parler. C'était ridicule de sa part de dire ça. J'en ai ri. Je n'étais pas contrariée par ça, tu vois. Et j'ai dit, c'est fou. Voici mon téléphone. Je l'ouvre en direct devant vous. Pourquoi ne pas faire ça? N'est-ce pas plus simple, la chose la plus facile à faire?
Si tu ressens cette pression, il suffit de dire « je vais dissiper ce doute ». C'est un peu comme l'affaire Brigitte Macron. Et voilà quelques photos de moi en train d'élever mes enfants. Il manquait 30 ans parce que j'étais vraiment juste timide devant l'appareil photo. Je vais simplement vous montrer les photos. C'est tellement plus simple, au lieu de se lancer dans une guerre de riposte, de simplement partager la vérité. Les gens sont mal à l'aise. Mais ça va devenir encore plus intéressant, car Alex Marlow, qui dirige Braveheart News, était leur invité du jour dans l'émission. Et ensuite, il change un peu de ton et fait comme si nous étions tous des drogués. Nous sommes juste défoncés aux théories du complot. Écoutez plutôt. Il y a une suggestion en ligne selon laquelle Mikey, le chef de cabinet de Charlie, l'une des personnes les plus sincères que vous puissiez rencontrer. Brillant, chrétien, gentil avec tout le monde qu'il a rencontré dans sa vie. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Aurait fait partie d'un complot pour assassiner Charlie. C'est ce qui se passe. C'est immonde. C'est absolument immonde. Qui ferait ça? Quel genre d'individu? Juste pour créer du contenu, vous pensez? Ou y a-t-il quelque chose? Quelle est la réponse? Je ne sais pas. Je pense qu'une grande partie de cet état d'esprit s'auto-alimente, en quelque sorte. C'est un peu addictif, de la même manière que beaucoup de choses sur les réseaux sociaux le sont. Ou comme, honnêtement, quelque chose comme la pornographie peut l'être, ou quelque chose du genre. Ils deviennent vraiment, ils sont presque, ils ressentent une sorte d'euphorie grâce à ça. Comme l'idée qu'ils font quelque chose d'audacieux ou de hors norme. Donc, ça là, c'est une opération psychologique. Et parce qu'on lit sur Sigmund Freud, il te pose un diagnostic. Quand ils ne veulent pas que tu t'intéresses à quelque chose, ils te diagnostiquent. Donc là, il est en train de dire, oh, est-ce qu'ils font juste ça pour créer du contenu? Est-ce que ces gens sont comparables à des toxicomanes? Ou ils sont juste défoncés à la théorie du complot. Ils te manipulent psychologiquement. Et ensuite, ils te posent un diagnostic. Donc, on vient tous de voir Charlie mourir. On a eu une réaction parfaitement rationnelle en voyant ça, puis en observant la réaction étrange de ses pairs, ou plutôt leur absence de réaction, qui veulent juste notre argent, non. Et qui demande Suzy Wiles? Je ne sais pas, c'est la partie la plus folle de toute cette histoire pour moi. C'était comme, pourquoi Suzy Wiles? Je ne sais pas, ça me paraît vraiment étrange. C'est un choix bizarre qu'elle fasse son éloge funèbre. Mais oui, et peut-être pas ses parents, peut-être qu'ils ne voulaient pas. En fait, c'était des gens assez discrets. Mais tout ça arrive et on réagit naturellement, c'est-à-dire qu'on se sent alarmé, on se sent méfiant. Et eux disent, oh, tu es un drogué. Tu sais quoi? Je comprends. Tu aimes un peu le porno. C'est ton truc. J'ai branché sur le porno. Tout ça, je comprends. Non, je comprends. Si tu veux regarder du porno toute la journée, tu veux regarder du porno toute la journée. Ça, mes amis, c'est une opération psychologique. Préparez-vous à résister à ça. Oui, nous posons des questions. Non, nous ne sommes pas comme les gens qui regardent du porno toute la journée. Et non, nous n'en tirons pas un plaisir démesuré. On va vraiment ressentir un vrai plaisir quand on découvrira ce qui s'est réellement passé. Ça va nous donner un vrai shoot, non? Ce sera cette montée d'adrénaline naturelle qu'on ressentira quand on aura vraiment élucidé ce qui est arrivé à Charlie Kirk. Alors, laisse-moi te répondre là-dessus, Alex Marlow. Fais attention parce que ça pourrait toucher à ta généalogie. Tu ne veux pas que je fasse ça. Prudent. Nous avons ensuite Frank Turek, qui, à mon avis, se livre au même genre d'actes de manipulation psychologique. Et il défend Mikey McCoy. Je crois que c'est dans sa propre émission. Voici ce qu'il a déclaré. Il y a une différence entre une possibilité et une preuve de cette possibilité. Vous pouvez spéculer sur tout ce que vous voulez, mais à moins d'avoir des preuves, taisez-vous. D'accord? Car tout ce que vous faites, c'est semer la discorde parmi les frères. Ce qui est quelque chose que le Seigneur déteste. Si vous voulez présenter une possibilité et dire, eh bien, cela pourrait être vrai, d'accord, cela pourrait être vrai, mais n'accusez pas les gens de faire quelque chose pour lequel vous n'avez aucune preuve. J'ai entendu aujourd'hui, je suppose que je ne l'avais pas vu moi-même, mais j'ai entendu aujourd'hui, elle jugeait des personnes qui n'agissaient pas de la bonne manière. Je ne sais pas si quelqu'un a fait cela. Est-ce que quelqu'un a vu cette vidéo? Elle, oui. Selon Candace Owens, ces personnes n'ont pas agi correctement après la mort de Charlie. Comme mon ami Mikey McCoy, le brillant jeune homme de 24 ans qui, au moment où Charlie a été abattu, avait 23 ans et a été un héros ce jour-là. Apparemment, il n'a pas agi comme il fallait, d'après Candace Owens. Il n'a pas agi normalement. Flash info, il n'y a pas de normalité quand on est en état de choc. Il n'y a pas de normalité quand il se passe quelque chose d'anormal. Certaines personnes vont réagir d'une façon, d'autres d'une autre.
Tu ne sais pas comment tu réagirais. Je ne savais pas comment j'allais réagir. La seule raison pour laquelle j'ai fait ce que j'ai fait, c'est parce que j'y avais réfléchi à l'avance. J'avais peur que quelqu'un tire sur Charlie et je me suis dit, si ça arrive, qu'est-ce que je vais faire? Décide maintenant. Et ce que je voulais faire, c'était tout ce que je pouvais pour le sauver. Il y a là quelques manipulations psychologiques. La première, c'est l'académique, où il essaie de se présenter comme une autorité sur le sujet. Et il te dit, en gros, il n'y a pas de règle. Tu sais, tout le monde peut faire n'importe quoi quand des coups de feu sont tirés. On ne sait pas comment on réagit quand on est choqué par des coups de feu. Certaines personnes, tu sais, se mettent juste à faire le hokey-pokey. Tu ne sais pas, je veux dire, regarde, certaines personnes, littéralement, elles entendent des coups de feu. Elles montent sur une table, commencent à danser et à chanter en disant « Tirez-moi dessus, tirez-moi dessus ». Tu vois, comme Georges Zine, ça non, et on ne sait pas. Il était en état de choc. Georges Zine, c'est moi qui l'ai fait. C'est une réaction normale et on ne sait pas, non? En fait, on sait que nous avons tous une réaction de base face au danger. Tu cours vers le danger parce que tu veux sauver des gens. Ce sont les héros de l'histoire. Ou alors tu t'enfuis, non? C'est une réaction de base. Ou tu restes figé. Tu es littéralement paralysé par la peur, en quelque sorte. Je dirais qu'il y a 3 réactions de base auxquelles on peut s'attendre, non? Je ne sais pas quoi faire. Je m'enfuis ou je sais exactement quoi faire et je dois sauver les autres. Alors ne fais pas ça. L'autre chose qu'il fait, bien sûr, c'est la manipulation biblique, qui me semble indiquer qu'il y a eu une infiltration militaire dans les églises. Je pense qu'on en a déjà assez parlé cette année. J'ai appelé ça l'opération « se moquer du pasteur », où ils essaient juste de trouver un verset et de le justifier. Et c'est un pasteur, il a gagné la confiance et il dit « elle juge les gens ». Le Seigneur dit ceci. Le Seigneur dit qu'elle ne devrait pas s'intéresser à la confiance. Le Seigneur dit « elle ne devrait pas poser de questions ». Le Seigneur pense que les gens devraient juste se taire, n'est-ce pas? Pour moi, c'est la forme de manipulation la plus malsaine qui soit. La forme de manipulation la plus malsaine, c'est d'essayer de la présenter à travers le prisme de ce que Dieu voudrait. Tu n'as pas besoin de faire ça. Dis simplement ce que tu penses, dis ce que tu veux dire et essaie de manipuler les gens à l'ancienne, d'accord? Maintenant, en parlant d'opération psychologique, le seul endroit sûr, c'est mon club de lecture, d'accord? Je veux dire, on est vrai, tu vois, on est un peu déjanté dans le club de lecture. Je dis ce que je veux parce que je sais que les gens qui sont là, ils sont prêts pour ça. Je leur lance des sujets. On parle du franquisme, on parle de la cabale, on parle de l'infiltration dans les églises intentionnelle comme un aspect du mouvement franquiste. Et on avance assez vite, on lit ses livres. On apprend des choses sur Sigmund Freud, n'est-ce pas? Ça commence avec Sigmund Freud. Ça se termine avec l'opération Mocking Pastor, ou du moins c'est là où on en est en ce moment. Et je m'amuse tellement. Et ce qui s'est passé, c'est que des sionistes ont en fait acheté le club de lecture, ont pris le contrôle du club, puis ont commencé à partager des extraits en les filigranant, comme si c'était leur propre contenu pour en tirer de l'argent. Ce type, Milk Bar TV, je lui ai dit, tu vas te prendre un avertissement pour atteinte aux droits d'auteur, mon ami. D'accord? Fier de moi. Je lui ai mis un avertissement pour atteinte aux droits d'auteur, parce qu'il a littéralement mis le contenu de Milk Bar TV dans un coin. Il a mis un filigrane sur mon contenu pour ensuite me salir. Si tu veux mettre un filigrane sur mon contenu, au moins ne me salis pas et ne me traite pas de fou. Et ce qui les a dérangés, c'est que j'ai dit que c'était ridicule. Et je le pensais vraiment, d'ailleurs. Tellement choquant. Je dis ce que je pense. On est censé croire que Charlie est honoré parce qu'il a eu une journée Charlie Kirk en octobre. Je considérerais que Charlie est honoré, d'accord, quand on saura qu'il l'a tué, parce que je ne crois pas à l'histoire du tireur isolé. Donc j'ai dit, épargnez-moi tout ce théâtre autour de la fête. Dites-moi qui l'a vraiment tué. Et c'est une manœuvre fédérale typique, d'ailleurs, de tuer quelqu'un comme Martin Luther King ou JFK, puis de leur donner un jour férié. Ils ont droit à un boulevard. C'est ce que j'ai dit. Et je leur ai dit en dehors du club de lecture, mais ils ont coupé ce passage. Ils essaient de sortir ça de son contexte, mais on n'est plus en 2018. Et je ne découvre pas ce que vous faites, les gars. Ces extraits sortis de leur contexte n'ont plus le même impact. Les gens sont éveillés. Ils savent ce qui se passe ici. Ils voient ce que vous faites. Et puis, il a pleuré. D'ailleurs, quand il a reçu un avertissement pour atteinte aux droits d'auteur, je n'en revenais pas. Parler de littéralement pleurer tout en attaquant quelqu'un d'autre. Genre, t'as volé mon contenu, tu t'es fait prendre en train de voler mon contenu et d'essayer d'en tirer de l'argent. Et ensuite, il tweet. Candace Owens a signalé mon compte. C'est Nathan Livingstone. J'ai essayé de voler et elle ne m'a pas laissé faire. Pourquoi essaie-t-elle de me faire taire? Pourquoi ne veut-elle pas me laisser voler? Tu peux payer pour un accès. Tu peux regarder, mais tu ne peux pas voler mon contenu. Bref, les gars, c'est incroyable. Je trouve que c'est vraiment incroyable que notre club de lecture ait été infiltré.
On va devoir être plus prudent là-dedans. Je rigole, je ne le serai pas. Je serai aussi déjantée que d'habitude dans le club de lecture. Enfin, il faut qu'on parle de Brigitte Macron parce que je pense que tout le monde en a vraiment marre maintenant qu'elle mente sur le fait d'être née avec un pénis. Ce n'est pas ma faute. D'accord. Au fait, si vous n'avez pas encore regardé la série Becoming Brigitte et que vous appréciez ce que je fais avec la série sur Charlie Kirk, retournez la voir. C'est pareil. Tout ce que j'ai fait, c'est dire la vérité et les gens étaient énervés. Ensuite, la série est devenue virale par les gens, j'entends les médias. La série est devenue virale. Il n'y a aucun moyen de regarder la série et d'en ressortir en pensant que Brigitte est née femme. On ne peut faire disparaître 30 ans de sa vie. On ne peut pas juste dire « je n'ai pas pris de photos pendant 30 ans ». Ça ne marche pas comme ça. Franchement, c'est le niveau le plus bas à atteindre pour dissiper les rumeurs. Et est-ce qu'on peut avoir des photos de ton jour de mariage? Tu sais, par exemple, toi avec ta famille. Et pas seulement des photos qui nous ont été données par une femme qui littéralement est poursuivie pour avoir falsifié des photos. On a quoi? 4 photos de toute une vie. Et oui, je me fais poursuivre en justice parce que c'est la suite logique. On poursuit les gens qui disent la vérité pour leur faire peur. Et tout est lié d'ailleurs. On parle de qui est vraiment Brigitte, des familles auxquelles Brigitte est liée, du fait qu'Emmanuel Macron est en réalité, tout comme l'État d'Israël, une création des Rothschild. On parle du complexe militaro-industriel et on parle de la cabale. La cabale est en grande partie la raison de cette poussée culturelle vers le transgenrisme. On en parlera plus en détail dans le club de lecture, qui sera un peu plus théologique. Mais c'est une série très importante. Et en gros, ce qui s'est passé cette semaine, c'est que des gens qui n'avaient même pas regardé la série se sont dit « OK, j'en ai vu assez ». Brigitte Macron pleure parce qu'elle ne sait pas. Brigitte ne sait pas pourquoi. Mais sur les formulaires fiscaux français, Brigitte est inscrite comme Jean-Michel et enregistrée comme un homme. Donc, ils essaient de mentir et de dire au public qu'ils pensent que cela a été fait par une équipe de hackers. D'accord. Des hackers qu'ils n'ont pas arrêtés. D'accord. Qui? Quel hacker? Mais cela s'est produit il y a des années, non? En fait, c'était quelqu'un qui travaillait pour elle qui a dit « Oh, c'est bizarre. Genre, je suis dans ton compte en ce moment. Et tu es enregistré comme un mec qui s'appelle Jean-Michel? » Monsieur Brumeil, c'était le gars qui a fait ça, un fonctionnaire du gouvernement. C'est lui qui a fait la révélation. Et il a raconté comment Brigitte a été stupéfaite d'apprendre que son nom légal avait été, je cite, « changé ». Quand elle s'est connectée à son compte fiscal personnel, nous avons été complètement surpris, a déclaré M. Bermet. Ah d'accord, donc on est censé croire le gouvernement que Brigitte contrôle. Au fait, cette personne, Bermet, travaille avec le couple depuis 2017. Et on est censé croire qu'un hacker aurait pris le risque de pirater le président de la France. Le gouvernement, il fallait que ce soit le gouvernement, a décidé de pirater le gouvernement et de seulement changer le nom. Enfin, si tu prends un tel risque, c'est quand même une infraction, c'est carrément un délit, autant prendre l'argent. Au moins, dit qu'ils ont effacé 2 millions de dollars. C'était un piratage fou, une petite blague à la fin. Mais non, ils voulaient juste pirater et risquer des poursuites pénales pour changer ton nom en Jean-Michel. Il y a bien longtemps, quand cette histoire n'était même pas virale. Franchement, c'est complètement ridicule. D'accord. Tu es né Jean-Michel Trognot. Tu as fait une transition et tu as été placé dans cette position de pouvoir et je ne comprends pas pourquoi il ferait ça. Il s'en est sorti après avoir offensé Emmanuel quand il avait 14 ans, une infraction sexuelle. Et tu t'en es pris à lui, je veux dire, c'était un enfant, à mon avis, à la vie de tout le monde, un gamin de 14 ans. Tu as un adulte de 40 ans qui s'en prend à lui. Et maintenant, tu fais semblant d'être la victime. D'accord. C'est un peu fou. On commence à en avoir marre. Tu ne peux pas continuer à faire comme si tout te tombait dessus. Présente juste quelques photos. Arrête de faire semblant de présenter des preuves génétiques lors de l'audience contre moi. Tu ne me poursuis même pas pour avoir dit que tu étais né homme. Tu me poursuis pour avoir dit que tu as volé l'identité de ta sœur pour faire ta transition. C'est pour ça que tu me poursuis, parmi beaucoup d'autres choses qui sont ridicules. Et tu n'as jamais présenté de preuves génétiques parce que tu n'es même pas arrivé à cette étape de l'audience. En fait, nous n'avons atteint aucune étape. C'est comme des allers-retours, des réponses du tac au tac, des modifications de dossiers. Tout ça reste très préliminaire. Tu fais tout un cinéma en termes de relations publiques, essayant encore une fois de convaincre le monde de quelque chose que nous savons déjà, à savoir que tu es né homme. Alors tu pourrais en savoir plus sur Chrome, avoue la vérité. Tout le monde, et je veux dire tout le monde dans le monde entier, en a marre du pénis de ta femme. Nous allons faire une courte pause et lire quelques-uns de vos commentaires.
Très bien. Premier commentaire, Capé écrit. Mon exemplaire de faire un sandwich est arrivé. Merci pour tout, Candice. Merci de m'avoir aidé à naviguer dans ma vie de mère au foyer. Merci de m'avoir aidé à retrouver la foi. Et merci de te battre pour Charlie. J'adore vraiment ce commentaire. Et oui, faire un sandwich. Je suis tellement fière de ce livre. S'il te plaît, identifie-moi quand tu le recevras. Je suis vraiment heureuse quand vous m'identifiez avec le livre parce que c'était vraiment un travail d'amour. Comme je l'ai dit, j'ai écrit chaque mot de ce livre et je l'ai fait en dehors du système. Il n'y a donc aucun éditeur impliqué. Aucun éditeur n'est concerné. Aucune grande maison comme Simon & Schuster n'est impliquée. Nous avons choisi de nous auto-éditer et utiliser un imprimeur catholique incroyable pour ce projet. J'en suis fière. Groovin with Christ écrit « J'adore que tu portes la médaille miraculeuse. Vivre dans la vérité de Dieu, c'est comme la sérénité puissance 1000. Que Dieu te bénisse. » Au fait, j'aurais dû le mentionner, vous pouvez acheter ce livre sur makeimasandwich.com, makeimasandwich.com si vous voulez savoir où le trouver. Et oui, cela aide aussi l'imprimeur catholique du livre, qui a travaillé avec nous sur ce projet. Et comme je l'ai dit, ils ont été formidables. John Diamond écrit « Candace, bon retour parmi nous. Tu nous as manqué, bien sûr. Je sais que tu te remets à jour sur l'actualité. Laisse-moi résumer. Tout est encore faux et gay. S'il te plaît, fais un énorme câlin à ton mari et à tes enfants de la part de nous tous. Ce sont eux qui te soutiennent chaque jour. Heureusement qu'ils sont là. Ils sont incroyables. Et c'est grâce à ma famille que, sincèrement, je le sais. J'ai été sauvée parce que j'ai eu la confiance d'être davantage moi-même quand j'ai épousé George. Et il m'a soutenue à travers tout, même quand je n'avais jamais l'opinion à la mode. Et bien sûr, cela a un effet boule de neige sur le monde qu'il connaissait. Je veux dire, mon mari réfléchissait à ça. Mon mari travaillait avec lui avant. Il faisait des dons, par exemple aux Amis d'Israël, quand il était au Royaume-Uni, et il m'a épousée. Et donc, oui, je dirais que j'étais pro-Israël quand nous nous sommes rencontrés, mais la vie a changé de façon spectaculaire. Et il a toujours été là et m'a toujours soutenue. Stuart Dilian écrit « Bonjour Candice. Accepterais-tu de partager un jour ton programme d'école à la maison? Ma femme et moi avons essayé 2 fois, de façon traditionnelle, puis en unschooling, mais cela n'a pas fonctionné. J'aimerais savoir ce qui marche pour toi. Merci et continue ton excellent travail. » La première chose que je veux dire, c'est que c'est un véritable cadeau d'avoir mes enfants à la maison. Je ne peux pas te l'expliquer. Je suis une personne plus heureuse grâce à cela. Je n'arrive pas à croire qu'on envoie simplement cette joie ailleurs pour aller travailler. Tout ce qu'ils disent, c'est tellement mignon de voir la façon dont leur cerveau se développe et de réaliser qu'il est vraiment difficile d'expliquer des concepts quand ils prennent tout au pied de la lettre. Et la chose numéro 1 que je dirais, et sur laquelle je ferai un épisode plus approfondi, c'est le microschooling, n'est-ce pas? Donc, par exemple, je prends les 2 premières heures pour les enfants, mais il s'agit d'une famille qui a 2 enfants à peu près du même âge. Et puis, ce sont mes 2 aînés qui ont à peu près le même âge. Et mes 2 autres sont beaucoup trop jeunes. J'ai un nourrisson et un enfant qui va bientôt avoir 2 ans, donc ils ne participeront pas. Communauté. Trouvez une communauté locale de personnes avec qui le faire et trouvez votre organisation. Évidemment, j'ai de la chance et j'en suis conscient. Et je peux travailler davantage l'après-midi et je n'ai pas besoin de faire, vous savez, une journée complète de 8 heures. Mais vous pouvez trouver une solution et vous serez plus heureux si vous le faites. Madame, Prépi écrit, espérez-vous que l'administration Trump puisse rendre justice à Charlie? Et si Trump envisageait de reconsidérer son amour pour Israël? Comme Charlie, il y a Ivanka. Trump ne pouvait et ne voulait rien faire sans récupérer sa fille. Non, en réalité, je n'ai absolument aucun espoir. Et le fait que Trump ait même invité Kash Patel à cette fête de Charlie, dont je parlerai demain, nous sommes en train d'établir une fête, je pense que c'est la preuve pour moi qu'il veut enterrer cette affaire. Je pense qu'en fait, Don Jr. l'a peut-être même dit. Il accepte le récit officiel. Je vais devoir retrouver cet extrait pour vous demain. Je n'ai absolument aucun espoir. Et je ne crois pas qu'il reconsidère son amour pour Israël. Myriam Adelson lui a donné 100 millions de dollars et elle a été très claire. Les 100 millions signifiaient que il leur permettrait d'annexer non pas Gaza, mais la Cisjordanie. Alors tous ces bavardages du genre « Oh, ce serait aller trop loin ». Non, blablabla, il avait donné son accord au préalable. Et il va respecter son accord préalable. Voilà mon point de vue. Quelqu'un a demandé « Avez-vous vérifié les antécédents d'Ian Carroll ?» Non, je suis sur le point de faire sa généalogie. Merci. Merci beaucoup pour cela. Ren Explorer écrit « Ceux qui cachent de la vérité feraient mieux d'espérer que Candace ne soit pas enceinte d'un garçon en ce moment. » Je me tiens du côté de la vérité avec Charlie et Candace. C'est tellement vrai. Tu me connais. Je veux faire des bêtises avec mes amis quand je suis enceinte d'un garçon. J'en ai besoin toute la journée, tous les jours. Beck Bill écrit
Excellent travail, Candace. Je prie pour ta sécurité et que la prophétie de Charlie, selon laquelle tu mèneras ce mouvement à la victoire, t'apporte encore plus de force. Merci pour cela. Pixie Chicky écrit « Candace, tu es une personne remarquable. Tu te bats pour Charlie, exactement comme il te l'a demandé. » Pour citer Maya Angelou, « Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le la première fois. Tu as fait cela et bien plus encore pour révéler la vérité. Charlie serait tellement fier. Je sais qu'il est fier. Je sais absolument que Charlie est fier et que tout ce dont nous avons parlé, je déteste qu'il ait eu raison à propos de sa vie, mais je sais aussi que je suis la bonne personne pour faire cela. Parce que je suis passé à travers cette matrice et je sais ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. En fait, ils ne peuvent tout simplement pas me tromper avec ces trucs-là. Tu me l'as fait tellement de fois et j'y ai survécu. Et tu ne peux pas faire ce que tu fais toujours. C'est-à-dire essayer de convaincre le monde que la personne est folle. Parce que je ne vais pas leur donner cette occasion. Tu l'as fait avec Kanye. Tu l'as mis sous surveillance psychiatrique 51-50. Tu l'as fait à beaucoup de gens à Hollywood. Je sais comment ça fonctionne. Et j'apprends aux gens à comprendre votre opération psychologique, parce que c'est ce que c'est. Sarah écrit « Vas-y, ma fille. J'adore les Australiens. Je suis tellement triste de ne pas pouvoir y prendre la parole. » Gia écrit « Je t'aime tellement, Candice. N'arrête pas de dénoncer ces mensonges. Tu es une véritable amie. Que Dieu continue de bénir toi et ta famille. Avec amour depuis Toronto. » Et c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Si vous souhaitez nous soutenir, rendez-vous sur makehimasandwich.com. Lisez ce livre, vous allez adorer. C'est un excellent cadeau à offrir à n'importe qui. C'est un livre très drôle, c'est un livre amusant. Et c'est un livre instructif, ce qui est vraiment important. Et nous, les femmes, je pense qu'il est de notre devoir d'apprendre les origines du mouvement féministe, car il est assez sinistre. Tout n'a pas l'air sinistre, mais bien sûr que ça l'est. Et cela fait probablement partie du complexe militaro-industriel. Au fait, comme je l'ai dit, nous avons réapprovisionné ces tasses. Nous ne le savons pas maintenant, mais nous le savons. CandiceOwens.com. C'est une autre façon de soutenir l'émission. Offrez-vous une tasse Standis. À part ça, vous tous, je vous suis tellement reconnaissant chaque jour. Vous êtes tous dans mes prières car je sais que c'est de vous que je puise ma force. Charlie adorait la foule pour son énergie. On parlait tout le temps d'énergie, des gens qui avaient une bonne énergie, de ceux qui avaient une mauvaise énergie. Et c'est grâce à vous qui vous battez pour moi. Je vous vois dans les commentaires. Je vous vois attaquer les gens quand ils font une vidéo. Et je veux simplement vous dire du fond du cœur merci. Merci infiniment. On se retrouve demain.